Et bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour le moment, I'm alone. Enfin, voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis devant ce qui fut ma bibliothèque. Il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, il n'y a plus mes livres, il n'y a plus rien. Ah, Ah, salut. on On te voit très bien. ah, Tu on vas... me voit d'un peu près d'ailleurs, mais alors j'ai changé d'endroit, donc je suis un peu, je teste, Ouais, je teste t'inquiète, les configurations, les truc, j'éclaire un peu. lives, Hop. ouais, les lives de toute façon en plus ont tendance genre, Oui, oui, c'est sûr, mais bon, si vous voyez mon visage en entier et pas en gros plan, ça serait peut-être un peu mieux quand même. on voit les livres derrière, donc c'est bien. Voilà. Moi, Oui, oui, on voit aussi. avec... Ah oui. Bon, comment tu vas? Écoute, ça va à peu près. Là, je suis forcément un peu stressé, hein, évidemment, T'inquiète, comme d'habitude. Mais bon, en plus avec le bébé pas loin, j'espère qu'elle va rester sage. ça Parce que marche. franchement, je suis jeune papa pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Donc forcément, c'est pas un bébé, hein, ça se caractérise par ses pleurs en partie. En Donc partie. là, bon, je croise les doigts parce que comme c'est un live, on n'a Si pas plusieurs prises. tu as besoin d'une pause bébé, il n'y a pas de souci. On fera Bah, la pause heureusement, bébé. la maman elle est là. Donc on se partage les tâches équitablement. C'est bien. Donc là, bon bah du coup, Salut elle a pris Corentin. le relais. Bon, on a on a, pardon, pas mal de monde qui arrive. Faut que bébé coopère pour l'instant, la promo. Oui, bah c'est ça, hein, c'est quand même bon, il faut payer ses couches effectivement. Donc Il faut qu'elle te le rende, puisque bon, on en parlera plus tard, mais bon, il y a un petit clin d'œil en plus, oui, bah oui, même oui, un clin d'œil à Cassiopée. Donc bon. ah, carrément, oui. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je pense que vous l'avez reconnu si vous l'avez dans vos favoris sur Instagram ou si vous avez déjà fait des recherches sur Google. Vous voyez du coup avec nous Emmanuel Chastelière. Alors, plusieurs casquettes pour toi, Emmanuel. Hein. On a du Oui, coup le créateur pour El Backing en 2020, en 2000, pardon. Euh, oui, plus de 20 ans. traducteur, ouais, traducteur, auteur. Donc ça te fait quand même trois belles casquettes. En effet, en effet. J'en oublie Bah, c'est pas. vrai que- non, mais ça prend, oui, bah voilà. Mais c'est sûr que ça prend beaucoup de temps. Mais bon, je suis guidé par, pour toutes ces casquettes, je suis guidé par ma passion de la fantaisie et de l'imaginaire. Non, on dirait que je plaisante, mais c'est la vérité. Au sens large, c'est vrai que elbakin.net, c'est une aventure qui a plus de 20 ans maintenant. J'ai encore chroniqué la semaine passée le Pays sans lune, donc De je suis Genèse. toujours, c'est ça. Donc je suis toujours actif dessus. Hein. Je suis plus, on va dire, rédac chef avec des guillemets. Hein. Je mets des guillemets parce que comme c'est un site entièrement en bénévole, je sais pas si je peux me considérer comme rédac chef, mais en tout cas, voilà, c'est une belle aventure qui dure. Et c'est vrai que quelques années après, j'ai sauté le pas, je suis devenu traducteur. Donc j'ai commencé avec le Régiment perdu chez Brajlon, Ah qui oui. s'est bel et bien perdu puisque la série n'a pas été terminée. Donc manque, manque de peau. Mais bon, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai pas toujours de la chance avec mes traductions, mais j'aurais peut-être pas le dire trop fort parce qu'après, Bon, ceci dit, c'est pas les employeurs éventuels pourraient croire que c'est moi qui qui porte la porte le guide. mauvais œil. Mais oui, récemment, j'ai traduit, bien sûr, j'ai contribué à traduire le Livre des Martyrs d'Erickson avec Nicolas Mérien, donc aux éditions Léa. Et là, j'ai entamé une nouvelle traduction. Je suis de retour à la maison, si je puis dire, parce que c'est pour Fleuve Noir, D'accord. un éditeur avec qui j'ai beaucoup travaillé par le passé. Et puis, du coup, c'est pas de l'imaginaire, donc ça me fera des vacances. Ça me changera un peu. C'est vrai que depuis encore moins longtemps, depuis 2016, donc ça fait, finalement le temps passe, hein, ça va faire 7 ans. En revanche, j'ai encore sauté une barrière, cette fois celle d'être auteur en somme.
puisque depuis le village en 2016, donc qui était mon premier roman, j'écris aussi à côté. Enfin, j'écrivais avant, mais c'est devenu un peu plus. Disons que ça a occupé une place un peu plus importante, puisque maintenant ce que j'écris est en général publié. Donc c'est une variable, une variante qui change pas mal de choses. Et oui, du coup, c'est vrai que j'essaye de varier les genres. Que ce soit chez Critique avec Jean-Pierre Duléopard et La Piste des Cendres, chez Argile là donc pour Imis, chez L'Homme sans nom ou Folio ou Libretto pour les deux Célestopol, les éditions de l'Instant qui avaient publié le premier à l'époque en Ouais. 2017. Et puis bien sûr aussi des incursions un peu plus jeunesse chez Scrinéo avec Poussière Fantôme et Chouchara avec Anselme Hochkorn. Et voilà, donc pour l'instant, je touche du bois. J'ai une chaise à côté de moi. Je touche du bois, donc ça se passe plutôt bien. J'avoue, je suis assez fier de mon parcours pour l'instant. Voilà, donc évidemment, j'espère que ce n'est que le début, mais voilà. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Mais oui, c'est vrai que, gentil. mine de rien, depuis 2017, ça te fait pas mal de livres à ton actif. Oui. T'as toujours voulu écrire, toujours, ou c'est finalement en lisant et en chroniquant la fantaisie que tu t'es dit tu passerais bien de l'autre côté? Non, j'ai commencé en fait en découvrant le Seigneur des Anneaux au collège et Dune la même année. Et c'est vrai que j'ai peut-être encore chez mes parents, j'avais écrit tout un roman, mais tu sais, sur un classeur avec des copies doubles. Ouais. Donc j'avais pas encore d'ordinateur à l'époque. Bon, je suis pas si vieux, mais on n'en avait pas à la maison en tout cas. T'inquiète pas, je comprends très bien. Et du coup, voilà, j'avais commencé à écrire dès les années collège en somme. Et puis ça m'avait toujours trotté dans la tête. Mais c'est vrai qu'après, voilà, il y a les études supérieures, le fait qu'on n'arrive pas à trouver forcément peut-être la bonne histoire pour se motiver vraiment, parce que c'est quand même important aussi la motivation. Et puis j'avais mis ça un peu de côté parce que la traduction, c'est un métier à plein temps. Oui, avec des œillets sur les copies doubles, parce que j'étais pas très soigneux toujours. Et c'est vrai que voilà, la traduction c'était un métier à plein temps, puis c'était une bonne excuse pour mettre de côté l'écriture. L'écriture, en fait. ouais. Je me disais c'était la solution facile, c'est de dire je suis trop occupé, j'ai pas le temps. Alors que maintenant je pourrais dire que j'ai pas le temps avec un bébé, mais mais à l'époque non, clairement pas. Et du coup c'est vrai que ça remonte à loin quoi. Ceci dit, la traduction t'a peut-être d'ailleurs aussi aidé à passer de l'autre côté de la barrière entre guillemets et devenir auteur, peut-être. Oui, après dans ce cas-là, je t'avoue que j'y joins aussi mes lectures de façon générale, Bah parce oui, que oui, t'as forcément pas tort. tu découvres la traduction, c'est que parfois on te fait traduire, enfin tu traduis des choses vers lesquelles tu serais pas allé spontanément en tant que lecteur. Donc ça élargit encore plus ton horizon. Mais autrement, c'est un peu le même principe que choisir un livre au hasard. Donc c'est vrai qu'avec le temps, forcément, les goûts s'affinent ou s'étoffent, voilà, comme on veut. Et c'est vrai que ça permet aussi de voir ce qu'on n'aime pas et également de se dire finalement quand je vois ce qui est publié, ce qui est traduit, même si voilà la surproduction c'est un des débats du moment, je me suis dit je suis pas forcément sûr de faire moins bien, donc pourquoi pas tenter le coup. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de Tolkien et de Dune. Oui. Donc, peut-être deux de tes inspirations. Est-ce que tu avais d'autres inspirations, des auteurs, des autrices phares? Parce que tu as un actif quand même d'énormes lectures et d'énormes quantités, j'imagine, de livres lus. Oui, je lis moins qu'avant, mais bon, j'essaie de lire encore un maximum parce que ne serait-ce que par plaisir, hein, tout simplement. Mais moi, c'est vrai que j'ai grandi avec quand j'ai découvert la fantaisie, donc au collège et ensuite au lycée, c'était l'époque. Je vais vraiment avoir l'impression de parler pour les vieux, mais non, désolé. C'était l'époque où mon budget me permettait de m'acheter les vieux pockets argentés. Oui, Avec l'écriture premières lignes de rose. texte, Souvent, rose, ouais. voilà, et un bout d'illustration de Mac par-dessus. Et donc c'est vrai que moi j'ai développé mes goûts avec beaucoup de choses publiées chez Pocket notamment.
les Moorcock, Ouais. Elric, Hawkmoon, etc. Fritz Leiber avec le cycle des épées, Tad Williams, mais après je l'avais découvert en grand format, donc chez Rivage Fantasy, qui c'est une très belle collection. Voilà, donc c'est des grands anciens, enfin des grands anciens. Oui et non, mais c'est pas ce que j'imagine les lecteurs de 20 ans lisent aujourd'hui, clairement. Donc voilà, c'est vrai que pour parler de choses un peu plus récentes, enfin pas si récentes que ça, mais dans les auteurs qui ne sont pas morts, par exemple. Bon, Tad Oui. Williams n'est pas mort, bien sûr. Il est pas mort Même encore. si Oui. j'ai même si j'ai été très étonné de voir qu'il avait plus de 60 ans. Hein. Je me suis dit, Ouais. voilà, le coup de vieux. Ouais. Mais qui termine la seconde époque, s'il te Oui, plaît. bah, j'espère qu'il va terminer. Pour lui déjà, puis pour nous. Oui. Mais bon, j'aime beaucoup ce que fait Chana Miéville, par Ouais. exemple. Il a un peu ralenti le rythme. Et que j'avoue que moi, chez lui, ce que je préfère, c'est encore Perdido Street Station, qui est finalement son premier roman. Mais j'aime beaucoup ce qu'il a fait par la suite. Hein, mais c'est vrai que parfois, on a des coups de cœur Ouais. même si les romans suivants sont peut-être plus aboutis sur certains points, il y a quelque chose qui fait. Là, je suis en train de faire ça, mais ça se voit pas. Il y a quelque chose qui fait dans la lecture que, ben voilà, Ça te touche on plus, garde quoi. une tendresse particulière pour certains titres. Là, ces derniers temps, j'ai beaucoup aimé Gideon la Neuvième Ouais. de Tamsyn Muir, donc qui a été publié en France chez Actes Sud. Voilà, je lis aussi toujours les romans d'Aliette de Bodard parce que j'ai eu la chance de la traduire et c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi. Donc voilà. Après, évidemment, j'aime beaucoup Estelle Faye. Bon, il y a plein d'auteurs et d'autrices récents que j'aime beaucoup aussi. Hein. Mais c'est vrai que forcément, c'est pas eux qui ont façonné mes goûts Oui. initiaux, on va Oui. dire. Oui. Oui. J'étais déjà, j'avais déjà un œil plus critique en les découvrant. Ouais. Ouais. Avec Tad Williams, en effet, enfin, t'avais de quoi faire déjà à l'époque, quoi. Mine Oui, de rien. il a toujours fait très long, donc c'est sûr qu'il y avait de quoi faire. Donc, si t'es là ce soir, Oui, tu fais des émules, je crois, avec Gideon, que je n'ai pas encore lu. Ouais, ça a l'air de écoute, plaire. je te le conseille en tout cas. Ouais, ce sera peut-être pour cet été. Mais bon, bref, revenons du coup à nos moutons. Si tu es là ce soir, c'est pour nous parler du coup, hop, de Emils, qui Oui, sort le 9 juin prochain, donc aux éditions Argile. Encore une ça, superbe cover d'ailleurs de Xavier Colette. oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton roman? Sans spoil. Oui, sans spoil, Voilà. je vais essayer. Hein. Alors, après, il faut savoir que je suis très mauvais pour vendre mes livres, mais bon, je vais essayer. Donc, Emims, tout simplement, c'est le nom du personnage principal, qui est une princesse d'une tribu ibère, donc en Espagne, hein, à l'époque voilà, c'est elle qui est sur la couverture, à l'époque des guerres puniques, et de la deuxième guerre punique plus précisément, donc les guerres entre Carthage et Rome, qui étaient les deux grandes puissances de la Méditerranée à cette époque-là. Donc le roman débute en 218 avant, enfin il débute un peu avant, mais bon, l'action principale du roman débute en 218 avant Jésus-Christ, euh, euh, avant notre ère. Et donc, avec le mariage de d'Imils, qui est en somme une espèce de, comment dire, qui fait partie d'un marché, hein, tout simplement, comme souvent à l'époque les mariages, hein, en échange du soutien du père d'Imils pour que les tribus ibères restent sous le joug de Carthage. Et ben, sa fille se marie avec Hannibal, qui est donc le général que tout le monde connaît. Hein, tout le monde a Avec l'image les de éléphants, ça avec les traverser éléphants. les Alpes, voilà, qui, qui a manqué à faire choyer le genou à Rome, voilà. Et Emils, elle, ne va pas accompagner Hannibal sur les routes de la guerre, mais va être renvoyée à Carthage au sein de la famille d'Hannibal euh, et devoir se faire à cette nouvelle vie. Loin d'un époux que finalement elle aura eu très peu le temps de connaître, et loin de chez elle, de son enfance, de tout ce qui lui a permis de devenir qui elle est. Et voilà. Et après, on suit sa vie avec la guerre en toile de fond.
Donc, bon, je précise tout de suite que pour les amateurs de bataille, etc., on n'est pas, bah, comme l'indique le titre du roman, hein, on n'est pas du tout sur un roman de guerre. Hein, c'est pas, enfin, le roman s'appelle pas Hannibal, le roman s'appelle pas Emile, c'est Hannibal, c'est vraiment Emile. C'est ça. Et du coup, voilà, on la suit là-bas à Carthage, donc à la découverte de cette cité, de ses coutumes, et puis aussi de comment trouver sa place dans cette famille, parce que forcément, quand on l'accueille sur place, on aurait bien aimé apprendre qu'elle portait en elle un héritier, par exemple, entre autres choses. Et après, forcément, il y a des manigances, des jeux de pouvoir entre les réformateurs qui en somme sont les soutiens d'Hannibal, et puis les conservateurs qui sont menés par un ancien général qui était Hannon, qui avait œuvré de concert d'ailleurs avec le père d'Hannibal à l'époque de la première guerre punique, et lui dirige la faction des conservateurs qui eux préféreraient faire la paix avec Rome avant même que la guerre ne débute en fait. Et c'est plus simple. Et voilà, et les deux factions forcément se tirent dans les pattes. Et, euh, et voilà, enfin, quand débute l'histoire, on assiste, on passe très vite justement sur cette phase, sur cette phase de rencontre pour arriver à Carthage finalement assez vite dans le roman, quoi. Quand tu disais tout à l'heure, je reviens rapidement sur le fait que quand elle arrive dans la famille, qu'ils auraient voulu espérer savoir qu'elle attendait un enfant, c'est dans le sens où, en tant que femme, c'est son devoir premier d'épouse et donc d'enfanter, etc. Et forcément, ça aurait fait plaisir à la belle famille de savoir qu'il y avait déjà le bébé en route, quoi. Oui, Ouais. c'est exactement, C'est plus dans hein, ce c'est sens-là, exactement voilà. sous cet angle-là Voilà. que la famille lui fait comprendre, hein, évidemment. Hein. Ce qu'on attend d'elle, c'est finalement de porter l'héritier ou C'est l'héritière. ça. Je voulais juste revenir Oui, aussi rapidement dans le live, du coup, livre ouvert, mais Jen a répondu sur la oui. difficulté de lecture. J'ai vu passer une question dessus. C'est en français. Oui, non, c'est vrai, c'est en français, mais c'est pas difficile à lire. Non. Justement, je pense que Jen l'a fait remarquer un peu plus haut. Et moi, ça m'est arrivé aussi. Ça m'a permis d'aller voir, de faire des recherches aussi sur les armes, que tu donnes des fois les noms d'une arme, etc. La falcata, par exemple, Ah m'a oui, permis oui. d'aller faire des recherches et de voir à quoi ressemble tel objet, tel pendentif, telle arme, etc. Donc, pas de niveau de difficulté du tout. Juste au contraire, si vous avez envie d'aller plus loin dans la lecture, enfin après votre lecture et de vous enrichir culturellement parlant, c'est faisable en faisant quelques recherches, quoi. Oui, enfin, c'était l'idée, hein, c'était Oui, effectivement que le contexte aide à découvrir, à comprendre aussi de quoi il retourne. Après, la description exacte, globalement, tout est décrit, mais c'est vrai qu'il y a quelques mots puniques qui parsèment le roman, bah, pour être plus authentique, tout simplement, hein, voilà. Et j'ai oublié de le dire, mais Emile se traverse la mer accompagné d'un fidèle d'Hannibal qui est donc Aspar, qui est aussi un personnage important du roman et qui est chargé de sa protection, puisque forcément en tant qu'épouse du général en chef des armées puniques en lutte contre Rome, elle est aussi une cible. complètement. Ouais. Du coup, c'est ton premier roman historique, d'historique fantasy, fin de fantasy historique. Je sais que t'es Oui, pas forcément toujours à classer dans les non, genres ou autres, non, mais non, c'est ça. qui s- Non, non, mais non, mais je comprends, mais oui, oui, en tout cas, on peut le classer. Moi, je le classe dans les deux. Hein, Et pourquoi tu as fait ce choix du coup? Alors déjà de choisir cet angle historique, cette époque, et du coup après ce personnage de d'Emils. Ouais, ça fait trois questions. Ah, ouais, ça fait trois questions en une, hein, quand même. Non, mais alors, tout simplement, je pense que au niveau du choix du genre ou du sous-genre, hein, ça dépend comment Oui, on classe. Je pense qu'en fait, c'est peut-être un prolongement naturel de ce que j'ai déjà fait, parce que finalement, pour celles et ceux qui connaissent mes romans chez Critique, même s'ils sont pas des romans historiques, il y a quand même clairement un enracinement. Le monde du nouveau Coronado est quand même très clairement inspiré de l'Amérique, enfin
je mets d'une parce qu'on est dans un contexte pas historique justement, mais d'une Amérique centrale ou d'une Amérique du Sud fin 19e, début 20e, ce genre de choses. On se retrouve avec des clins d'œil à l'histoire, voilà, je veux dire dans ces deux romans-là, chez Critique, il y a le train, il y a le télégraphe. Enfin, c'est des choses basées sur notre monde. J'ai pas voulu réinventer Oui, quoi que ce soit. un Donc, il y a déjà univers. une dimension historique. Dans les deux Sélestopol, je trouve aussi, forcément, hein, là, on est Oui, carrément dans l'Uchronie, mais il y a aussi cette dimension historique, sauf que je joue avec l'histoire. Là, oui, forcément, euh, dans Emils, l'idée c'est que je peux moins jouer avec l'histoire que dans l'Empire ou même Sélestopol, où là je peux clairement m'amuser avec l'Uchronie à dire qu'en telle année il s'est passé ci, il s'est passé ça. Là non, vu que mon idée c'était de rester crédible oui, sur le plan historique, j'étais obligé de respecter ne serait-ce que les dates. Donc il fallait que pour que tel personnage soit à tel endroit, il fallait que ça colle avec ce que l'on sait de l'histoire. Hein. Donc forcément ça a des avantages et des inconvénients parce que dans le cas de Carthage, j'ai un peu filouté puisque merci Rome, la ville a été en grande partie détruite et la ville et tout ce qui concerne notamment par exemple ses bibliothèques, etc. Ce qui fait que déjà il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore aujourd'hui sur même la vie quotidienne, etc. au niveau de Carthage. On sait beaucoup de choses aussi, hein, bien sûr. Hein, preuve la taille de ma biblio oui. qui a été quand même conséquente. Donc non, il y a plein de choses. Mais il y a aussi plein de zones de flou. Et dans le cadre du personnage d'Emils, c'est encore plus flou puisque son existence même est quand même sujette à peut-être pas à caution, mais disons un des seuls historiens romains qui la mentionne était connu pour embellir ses histoires, quitte à inventer des choses. Donc forcément, lui, dans ce qu'il raconte, par exemple, où là je m'éloigne de ce qui pour moi n'est de toute façon pas une vérité historique, mais lui, par exemple, dans sa version à lui, Emils part pour Carthage avec son fils. Enfin, avec son fils à elle est Hannibal, quoi. Donc elle a déjà un Oui. fils, etc. Moi, vu qu'il n'y a pas de preuve historique de ça, je suis parti sur une autre voie. Donc c'est là où je me dis que en fait, on sait tellement peu de choses sur elle que du coup, ça permet de prendre Pouvoir quelques oui. libertés Et jouer avec le en personnage. c'est ça. Ouais. Alors bien sûr, forcément, hein, c'est un pari. Hein. Rien ne dit que ma version est plus proche de la. Je retourne ma feuille de notes. Non, mais j'avais pris quelques notes quand même. J'avais essayé de faire ça bien. Ouais, attends, Mais pas de souci. rien ne prouve que ma version est plus proche de ce qui s'est de la véritable histoire. Hein. Mais ça, on le saura jamais forcément. C'est vrai que du coup, c'est quand même un avantage, en tout cas sur un plan, on va dire littéraire et technique, de pouvoir Ouais, jouer avec ça, quoi, avec les blancs de l'histoire et forcément, puisqu'on ne sait pas ce qui s'est passé, techniquement, il peut s'être passé n'importe quoi, oui, tu même as si eu c'est quand même de pas. la liberté malgré tout. Ouais. Oui, c'est ça. Et puis c'est vrai qu'après sur le roman lui-même, ben, euh, Guy Gabriel Kay est aussi un de mes auteurs favoris que j'aurais pu citer tout à l'heure hein, dans mes références, même mes inspirations. Et c'est vrai que accompagner Émile à Carthage, c'était aussi le moyen pour moi de montrer la guerre sans la montrer, dans le sens où je le disais tout à l'heure, ce qu'on connaît beaucoup de l'histoire de Carthage, c'est avant tout Hannibal. On connaît un peu les autres guerres puniques, mais le grand public connaît surtout vraiment Hannibal, les Alpes, Oui. éventuellement la bataille de Cannes, voilà, et puis et, euh, et c'est à peu près tout, hein, et la défaite finale à Zama. Mais autrement, ça se limite en général à ça. Donc là, moi, j'avais pas envie de montrer la guerre directement parce que déjà ça a été fait énormément de fois, hein, je veux dire, et très bien fait. Donc moi, ça m'intéressait plus de montrer la guerre à distance
avec ses conséquences malgré tout sur les familles, Sur les les enfants, esprits. les esprits, ouais. Voilà. Ah oui, sur comment la guerre, même à distance, peut façonner finalement tout l'âme d'une ville ou d'une civilisation entière, parce que bah, forcément, hein, c'était un duel à couteau tiré hein, contre Rome. Hein. On s'engage pas contre une telle puissance bah, sans prendre de risques. Donc c'était vraiment des choses qui m'intéressaient. Et aussi bah, mettre en valeur un personnage, euh, bon, j'allais dire, oui, bah, un personnage de femme, mais ça, bon, avec moi, c'est assez courant parce que, Oui. ben, en général, je suis toujours plus à l'aise avec des héroïnes. Et, euh, et du coup, bah, ça me tenait à cœur aussi, là, dans le cadre d'un roman historique, de choisir un personnage féminin, sachant qu'il y a quelques écueils que je voulais éviter, hein, comme le côté euh, princesse rebelle. Enfin, je voulais éviter les clichés en général. Oui, oui, oui. Donc voilà. Et de même, bah, c'est vrai que je considère que, enfin, j'ai essayé de montrer dans le roman, même s'il s'appelle Imis, il y a plein de personnages, notamment il y a beaucoup de personnages féminins, et j'ai essayé de montrer un peu toutes les facettes de l'âme humaine en général, hein, homme ou femme. Moi, là-dessus, je fais pas de distinction, ça n'a pas vraiment C'est, d'importance pour moi. c'est déjà quelque chose que tu fais dans tous tes romans. Moi, c'est le Oui, truc qui revient à chaque fois, c'est cette ouais, capacité que tu as j'ai à, des tics. oh, non, mais non, mais non, c'est bien, justement, c'est cette capacité que Non, tu as je à, plaisante. je me doute que tu plaisantes, mais à montrer l'âme humaine, comme tu viens de le dire. Pareil, c'est quelque chose qui revenait assez souvent aussi quand on échangeait sur la bêta lecture d'Imis, sur ce côté où tu voulais montrer la guerre aussi. Et Oui, moi, ce qui m'a énormément plu, et c'est pas un spoil, mais ça vous permettra peut-être de vous donner envie également. Moi, ce qui m'a énormément plu, c'est que au final, ça se passe en 218 avant Jésus-Christ. C'est à Carthage, c'est avec Nils, mais les questionnements qui se passent dans la tête des gens sur place par rapport à cette guerre et cette pression qu'on ressent de la guerre, ce sont des questions qu'on peut très bien ressentir. Nous, Européens, avec la guerre à côté en Ukraine, peu importe en fait, ou une guerre proche ou une guerre qu'on peut ressentir. Finalement, c'est des questions qui sont assez, je sais pas si c'est moderne, peut-être que les gens se posaient déjà ces questions-là à l'époque, mais en tout cas, on s'y retrouve. je pense qu'il y a une dimension en fait universelle. C'est ça, Il y a des voilà. thèmes, il y a des thèmes qui parlent à tout le monde. Hein, donc, que ce soit justement la guerre, la famille, trouver sa place, etc., etc. Bon, c'est des choses qui finalement nous interrogent toutes et tous depuis l'aube des temps, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que bah, forcément ça s'y retrouve aussi ici. Et je vais oublier un petit point pour le contexte historique aussi. Ce qui m'intéressait, c'est d'aborder quelque chose peut-être de moins mythologique, parce qu'on a vu bah, beaucoup de romans. En fait, on pourrait se dire que, bah, je pense à Circé de Madeline Miller, etc. Ou récemment, j'ai vu que Claire North aussi a Oui, publié. Enfin, je l'avais vu en VO, mais j'ai vu qu'il était sorti il y a pas longtemps avec Pénélope, ouais. c'est ça, avec donc l'épouse d'Ulysse. Euh, Souvent ces romans-là, alors, le truc, voilà, c'est que moi je voudrais pas qu'on croie que je suis cynique et que j'ai voulu surfer sur cette vague-là, parce que finalement Circé, ça remonte déjà à 2-3 ans, donc Oui, facile, ouais. facile. Ouais, voilà, le temps Ouais, passe vraiment vite. Mais du coup, j'aimerais pas qu'on s'imagine, ah, il a choisi un personnage féminin et un contexte un peu. Mais c'est pour ça que là, le contexte, il est plus historique que mythologique. ouais. Donc, je tenais aussi à faire la distinction à ce niveau, quoi. C'était pas une démarche Stratégique. calculée de ma part, Oui. quoi. Après, la personne qui, c'est un encouragement à lire tes romans, mais la personne qui lit tes romans et qui voit les dates de parution verra très bien aussi, enfin, Oui, oui, saura faire la, bien entendu. bien sûr, mais c'est vrai on sait jamais. Et puis, c'est un roman qui a mis beaucoup de temps à s'écrire parce qu'il aurait dû paraître l'année dernière normalement. Et puis bah, j'ai un roman précédent, bah, Chouchara avec Anselme Rochecorne, qui avait pris un peu de retard. Je suis toujours ami avec Anselme, hein, comme je dis à chaque fois. C'est vrai que la gestation là aussi a été compliquée et du coup, bah, par ricochet, ça a entraîné aussi du retard sur ce projet-là. Mais quelque part aussi,
ça l'a fait évoluer parce que, comme je l'ai dit, je suis récemment devenu papa et forcément, j'avais aussi envie de laisser quelque chose euh, à travers ce roman, qui est dédié à ma fille, voilà, tout simplement. J'avais envie aussi voilà. Je pense que le fait de savoir que j'allais devenir père et puis de devenir père, ça a fait évoluer aussi mon regard sur l'histoire et sur la façon dont je voulais mettre en scène ces personnages, notamment les personnages féminins, mais pas que. Mais oui, il y a quelque chose qui a changé évidemment avec la naissance de ma fille. Voilà, c'était pour la touche émotion. Il y a d'ailleurs bon, j'allais en venir plus tard, mais puisque tu en parles, mais voilà, t'as la dédicace du coup à Cassiopée, nouvelle Oui, flamme parmi les ombres, brille ma fille, que je trouve magnifique. merci. Mais c'est pas le seul clin d'œil que tu lui fais, puisque tu lui en fais d'autres dans le récit également. Ceci, je pense que c'est pas un spoil. Ça peut être Non, sympa non, non, c'est pas un spoil. d'en révéler la présence, si tu as envie. Oui, oui, non, c'est pas un spoil, c'est tout simplement. Chez moi, il y a quand même des constantes, hein. Il y a souvent des abeilles, et, enfin des ruches. Et c'est vrai que en tant que je suis quand même fasciné par l'astronomie, tout ça, donc c'est vrai que j'aime bien caser des histoires à minima de constellations, et c'est ce qu'on retrouve ici, puisque Émile, c'est aussi, on va dire, passionné par les étoiles. Donc, c'est clairement, j'ai aussi mis de moi dans le personnage, hein, comme Ah oui, je oui. pense tous les auteurs avec leur personnage là-dessus. C'est pas nouveau, mais voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi comme sujet. Et je trouve que je trouvais que ça se se mariait bien avec l'histoire globale, donc j'y suis allé. Ouais, ouais. C'était très mignon parce que quand on connaît le prénom de ta fille et qu'on Oui, tombe forcément sur le passage, bah de suite ça touche au cœur et on se dit ah bah tiens c'est joli quoi. On imagine très bien ta fille lire le roman plus tard j'espère. et voir les dédicaces de papa quoi. Ouais, ouais, j'espère qu'elle me mettra un 5 sur 5 sur Babelio. Oh, quand elle lira peut-être qu'il y aura autre chose que Babelio. Ouais, on sait jamais, hein. Qui aime bien, chez qui bien, donc Sinon du coup qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce travail d'écriture et pour faire d'une pierre deux coups en même temps, j'imagine que tu as dû avoir un travail de recherche assez impressionnant. Euh, Est-ce oui, que mon tu compte veux en en banque sont parler? bien. Oui, je pourrais en parler. J'ai été traumatisé. Non, mais c'est vrai que non, non, mais j'ai accumulé de belles biblios hein, que je vais conserver en souvenir, tout simplement parce que c'était très intéressant aussi. Mais c'est vrai que le travail sur le plan historique, comme je te disais, c'était rester sur les rails. Ouais, En fait, je sens que c'est pas l'expression que je voudrais utiliser, mais en tout cas, c'est ne pas sortir des limites à minima du plausible. Donc, je voulais pas jouer avec les dates, par exemple. Il était hors de question de déplacer. On n'est pas dans une uchronie, voilà, c'est ça. clairement pas. Donc, voilà. En fait, pour qualifier le roman, hein, je vais faire du name dropping, mais c'est vrai il a été chroniqué encore. Pour l'instant, il y a encore peu de chroniques, même si je touche du bois, les premiers retours sont quand même positifs, voire très positifs, y compris le tien. Mais c'est vrai qu'il a été chroniqué sur le culte d'Apophis, par exemple, au niveau blog. Et j'avais bien aimé son accroche, puisqu'il disait, bon, forcément parce qu'elle est flatteuse, donc je l'aimais bien. Mais en fait, il mettait un grand roman de fantaisie historique avec deux fantaisies entre parenthèses, C'est ça. parce que effectivement, la dimension fantaisie est quand même un peu succincte, enfin, évasive, voilà, comme on veut. Et en même temps, parce que je voudrais pas, je voudrais pas quand même que certains reculent à cause de ça, hein. J'ai envie de dire qu'on parle quand même on est quand même dans un monde où, on est quand même dans un monde où la magie enfin, les gens croient à la magie. Enfin, clairement, hein, on peut croire être victime d'un mauvais sort, on peut payer un magicien pour jeter un sort sur, sur un ennemi. Donc voilà, on est dans un monde où on peut croire quand même qu'on peut apaiser le courroux des dieux ou au contraire quand les flattants ils vont intercéder pour nous. Donc finalement pour moi on est quand même très proche de beaucoup d'univers fantasy quoi. C'est juste Complètement. c'est à voir où on place le curseur, mais
dans cet univers-là, à cette époque-là, la plupart des gens, des habitants de Carthage, croyaient sincèrement, réellement, à l'existence des dieux. Donc à partir de là, la frontière entre fantaisie et histoire, on va dire, est quand même forcément un peu floue. Et moi, j'aime bien justement entretenir le flou au niveau des frontières. Dans tous les cas, j'ai envie de te dire que c'est tellement loin dans le passé également que ça tient presque du Aussi, mythe pour nous. Et les mythes sont une part de fantaisie, enfin, où la fantaisie est une part du mythe. Enfin, les mythes grecs, pour moi, je le mettrais presque dans la catégorie fantaisie également. Si, enfin, tu vois ce que enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais oui, bien sûr, non, mais je vois voilà. ce que tu veux dire. Donc, Bah là, de toute façon, on se retrouve avec des gens qui se battent avec des épées. c'est ça. Voilà, il y a pas de rayon laser. Non. Donc, à choisir, ça serait quand même plus fantasy que SF, par Oui, exemple. complètement. Mais bon, pour en revenir à ça, c'est vrai que bah, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est de travailler, comme je t'ai dit, les nuances et les personnages, évidemment. Mais vraiment la nuance, ce que je disais tout à l'heure sur le cliché de la princesse rebelle, euh, évidemment que ça peut encore marcher, qu'il peut y avoir de très bons romans qui jouent là-dessus. Moi, bah, en tant qu'auteur comme lecteur, ça m'intéressait pas forcément. Et c'est vrai avec Justine Breton, donc qui a dirigé l'ouvrage, coucou Justine, hein, Oui, on puisque l'a vu en plus elle passer. est là. Euh, Bonjour. donc on a vraiment essayé, je pense, et je la remercie encore pour son regard, de travailler tout ce qui était vraiment. Enfin, je pense que les personnages sont vraiment nuancés. Oui. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnages féminins. Évidemment que la sororité, c'est quelque chose d'important, l'entraide entre femmes, etc. Mais là aussi, bah, c'est comme avec les hommes. Hein, je veux dire, euh, la nuance veut que la nature humaine fait que même entre femmes, on peut se tirer dans les pattes, etc. Donc, je voulais pas idéaliser les personnages féminins. Complètement. Ils ont des failles comme leur contrepartie masculine. Du coup, oui, contrepartie, bon, ouais. Comme leur équivalent masculin. Donc, c'était quelque chose qui vraiment me tenait à cœur. Vraiment, c'est ça, c'est la nuance. On est presque quand même dans le portrait hein, concernant Emils, je pense. Oui. Euh, et puis, ben voilà, illustrer à travers le contexte historique. Bah, c'est ce que si quelque chose. Enfin, j'ai appris plein de choses à moi-même en cours de, enfin, qu'on se vend ma biblio. Euh, et notamment, bah, c'est vrai que ça m'a permis de voir la place des femmes hein, qui n'étaient pas si, enfin, qui avaient accès par exemple à la prêtrise et à même des hautes fonctions dans la prêtrise, donc qui pouvaient avoir clairement des rôles importants dans la société carthaginoise. Parce que souvent, hein, comme on n'a que le regard de Rome, Oui. là aussi, il y a beaucoup de, on reste souvent sur une image avec des contre-vérités, ben, les sacrifices humains, le carthaginois est vil et rusé, enfin la ruse carthaginoise, enfin la ruse punique, c'était quelque chose que les Romains mettaient en avant, mais au sens ruse, enfin au sens vraiment négatif de ruse. Hein, Ouais. Machiavélique, ouais. voilà, toutes ces choses que bah, j'ai essayé aussi de mettre à profit mes recherches pour montrer que non, Carthage c'était pas Salammbô. Désolé, Monsieur Flaubert. Euh, c'était pas et que les femmes avaient un rôle plus important que ce qu'on pouvait le croire, que ce qu'on pouvait croire dans cette société-là. Même si ça, malheureusement, tous les travaux que j'ai pu consulter le rappelaient, bah, elle restait aussi, comme je le disais tout à l'heure, des objets parfois d'alliances. Voilà, enfin, ça pouvait être des alliances entre familles, etc. Donc les mariages arrangés au profit de bah, souvent des deux familles d'ailleurs, mais Oui. évidemment que ça existait et que les femmes ne pouvaient pas faire non plus ce qu'elles voulaient dans cette société-là. Malheureusement, bah, dans quelle société, je ne sais pas d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses que j'ai vraiment voulu et l'écueil que j'ai vraiment voulu montrer. Et l'écueil, bien sûr, c'est quand on fait beaucoup de biblio, c'est de vouloir la rentabiliser et de montrer qu'on a fait justement ses devoirs. Et c'est quelque chose, bah là aussi, je pense que Justine m'a aidé, donc Justine Breton, hein. C'est vraiment éviter de
enfin, en fait, de tomber dans l'encyclopédie, quoi. Je veux dire, comme tu le disais tout à l'heure, si on veut savoir ce qu'est en détail une falcata, donc qui est une lame utilisée par les ibères, ben on peut chercher soi-même, quoi. Exactement. J'allais pas. Donc je rassure les gens là aussi. Et encore, Dès qu'un point est abordé, on comprend oui, aussi en lisant la suite, hein. oui, Voilà. bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que évidemment il y a des descriptions, hein, ne serait-ce que parce que j'avais envie de rendre, j'allais dire ça gloire, ça fait un peu prétentieux. Mais en tout cas, j'avais envie de mettre en valeur Carthage. Donc évidemment, il y a des descriptions des lieux, des vêtements, etc., des coutumes, selon, par exemple, à un moment, c'est pas vraiment un spoiler, mais Imis assiste à une cérémonie dans une nécropole, etc. Donc j'ai essayé d'être au plus près là aussi de la vérité et de ce que j'ai pu trouver dans mes recherches historiques, mais sans jamais tomber, enfin j'espère sans jamais tomber dans voilà, comme je disais, finalement dans le livre d'histoire, hein, tout simplement, parce que c'est pas la même chose, et ni dans le guide touristique non plus, parce que mais en fait, c'est toujours un peu le risque quand tu choisis un roman où tu suis un personnage qui arrive en terre étrangère. C'est le cas d'Imis, qui est une princesse chez elle, mais on voit bien qu'à Carthage, elle a beau être une princesse ibère. Voilà, pour les Carthaginois, les tribus ibères, c'est quelque chose. C'est pas des sauvages bien sûr, mais Elle, ils elle sont est pas pas. mise sur un piédestal en arrivant, C'est ça c'est ça. sûr. Et du coup, elle découvre la ville. Le lecteur et lectrice et lecteur découvrent la ville à travers son regard à elle. Mais voilà, je voulais pas qu'on tombe non plus comme je te disais, dans une visite. Je suis pas guide touristique. Moi, je Ouais, ouais. raconte une histoire. Donc, c'était un des écueils et un des défis finalement à relever, je pense, dans l'écriture, ben, parce que tout simplement, ça peut vite être tentant. Ça peut donner aussi lieu à de belles scènes, de belles images, etc., hein. Donc, évidemment, ça peut se justifier aussi, hein, tout simplement. Mais ça peut donner aussi vie à l'univers, hein, mais je pense il prend vie sans description à rallonge, tout comme quand tu mets en scène un personnage. Tout à l'heure, je disais, je pense qu'on peut dévoiler le cœur d'un personnage en quelques phrases. Il n'y a pas toujours il n'est pas toujours nécessaire de s'étaler sur, je sais pas, 3000 pages ou moins, Non, non, bien non. sûr. Et comme tu le dis, je pense que le décor, entre guillemets, prend vie, puis il prend vie sous les yeux d'Emils. Dans tous les cas, Oui, ça reste le personnage éponyme de ton roman. oui, Et c'est vraiment le point central, c'est elle. Bien entendu, encore une fois, il y a la guerre autour que tu veux montrer, mais c'est vraiment un point central. Moi, je te l'ai dit, moi, j'ai adoré ce personnage. Déjà dans la bêta lecture, je l'avais adoré en lecture avec tous les passages que tu avais pu ajouter, etc., qui donnent encore plus de profondeur à ce personnage. Je la trouve extrêmement attachante, je la trouve extrêmement forte. Le fait de ce déracinement dont on avait pu parler, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément plu comme thématique, ou en tout cas qui a bien vibré en tout cas en moi à ce moment-là, et de la voir quelque part entre est-ce que je dois accepter? Est-ce que je dois finalement, pas forcément me rebeller, mais euh, me libérer et être qui je veux être et donner ma voix, en fait, donner mon opinion, donner ma voix. Ce tiraillement, moi j'ai adoré le suivre tout au long du récit, quoi. bah, écoute, merci beaucoup, ça me touche parce que effectivement, quand ton roman enfin, porte comme nom Ouais. le nom de ton personnage principal, il vaut mieux que le personnage soit réussi. Normalement. Euh, non, mais c'est vrai, hein, je dis ça en plaisantant, mais n'empêche que j'espère que le personnage plaira parce que euh, évidemment j'ai mis de moi, mais comme j'ai mis de moi dans plein d'autres personnages du roman, mais D'ailleurs, si j'ai choisi de raconter, vas-y, non, vas-y. pardon, si j'ai choisi de raconter son histoire, bah, c'est aussi parce que le personnage que j'ai créé m'a touché et, et je me suis dit que même s'il y a une chance que ce soit vraiment cette version-là d'elle qui existait, bah, j'avais envie de lui donner vie, quoi. Alors après, voilà, comme n'importe quel roman, il pourra
pas plaire à tout le monde, mais ça c'est valable Pour tous. pour tous. Mais c'est vrai qu'au niveau des personnages, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc forcément, je croise beaucoup les doigts. J'ai ma chaise avec mes notes qui bougent à côté de moi parce que le chat est monté dessus. Donc, j'espère qu'elle va pas trop s'agiter. Mais oui, c'est vrai que voilà, je mise beaucoup sur le personnage lui-même parce que comme je t'ai dit, je voulais éviter le côté princesse rebelle. Je voulais pas non plus que ce soit un personnage qui ne vit que des épreuves, qui ne fait que souffrir. C'est pas ça du tout l'idée, même si il lui arrive des choses dures, Complètement. euh, des- parce que ce sont des thématiques qui m'ont touché moi aussi, évidemment avec toute la distance qui s'impose, puisque voilà, ça, n'est pas, s'il y a des choses que j'ai pas vécues dans ma chair, mais qu'on peut vivre, enfin qu'on peut essayer de comprendre en tout cas. Par extension. Et voilà, le personnage lui-même, Dimis, j'espère vraiment qu'il touchera les gens parce que vraiment j'y ai mis beaucoup et je pense que le personnage, comme tu dis, a beaucoup de côtés attachants et je pense que ouais, moi j'aimerais enfin c'est le genre de personnage que j'aimerais enfin le genre de personne que tu vois j'aimerais rencontrer dans la vie parce que forcément on se dit que j'ai aussi créé des salauds dans ce que j'ai écrit, hein, donc eux j'aurais moins envie de les rencontrer. Mais mais forcément, oui, non, vraiment, le personnage lui-même compte beaucoup à mes yeux, quoi. C'est ton personnage préféré du roman? Et ben, je ne sais pas, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de personnages préférés. Mais non, mais en fait, c'est qu'il y a, même quand le roman est assez court, hein, il fait environ 400 pages, donc c'est pas non plus, Ouais. il est pas Mais monstrueux. un des plus gros peut-être parmi chez Argile, je pense, hein. Oui, oui, peut-être. C'est vrai que en général, ils sont. Alors là, j'ai juste trois battements, un silence Oui. pour le plus récent que j'ai lu, qui était effectivement un peu plus court. Mais bon, c'est beaucoup moins long. C'est moins long que l'Empire, c'est moins long que la piste descente. Je crois que c'est moins long que Sélestopol 1922 aussi. Donc il n'est pas très très long, mais par contre, je pense qu'il est dense effectivement. Et mes personnages, et du coup, même s'il n'est pas très long, il y a quand même plein de personnages pour répondre à ta question. Et moi, j'ai beaucoup de personnages qui me tiennent à cœur et que j'aimais beaucoup mettre en scène. Évidemment, bah, Ymir, comme je viens de le dire, hein, forcément. Euh, mais c'est vrai que parmi les personnages féminins, j'aimais aussi beaucoup Sabrata, qui est une prêtresse d'Ashtart, Astarté, euh, et qui est la sœur d'un autre personnage et qui a un parcours elle aussi, bah, pour le coup, qui a un regard assez cynique hein, sur mais pas que, sur les choses et notamment ce que je disais sur les dieux, les divinités. Voilà, quand je disais que les personnages, enfin les gens croyaient sincèrement aux dieux à l'époque, c'est vrai, mais bon, je suis parti du principe qu'il y avait forcément aussi des gens athées en somme, et je trouvais ça pas mal que le personnage le plus athée du roman soit une prêtresse. C'est ça. Ça me semblait rigolo. Et justement, je parlais de sororité, elle est au cœur de ce thème, je pense, dans le roman. C'est quelqu'un qui vient en aide beaucoup aux femmes, en général dans cette histoire, notamment aux prostituées, pas que, mais pas que. J'aime aussi beaucoup Bachilem, donc la mère de d'Hannibal, qui est un sacré personnage et qui a Oui. demandé, je pense, qui m'a demandé beaucoup de travail. Et là aussi, je remercie Justine Breton pour son aide. Bah, tout simplement parce que je pense que ça aurait été facile de tomber dans un personnage. Alors, elle peut être cassante, etc. C'est le personnage un peu, pour moi, c'est le personnage un peu, euh, c'est le seul personnage qui a peut-être une dimension Salambo Oui. de tout le roman, parce qu'elle est un peu bigger than life, on va dire, et ne serait-ce que dans ses tenues, etc. Et puis bon, c'est la mère d'Hannibal, quoi. Elle en impose, mais je voulais pas
Elle fait peser beaucoup de responsabilités sur Emils. Elle est très exigeante envers elle et je pense que ça aurait été, et c'était peut-être un des risques du premier jet, je pense qu'elle était peut-être un poil trop cassante envers elle. Et dans cette version finale du roman, on voit aussi une dimension plus empathique du personnage, parce que finalement, Bachilem, elle est un peu chef de guerre. Elle est veuve, hein, puisque le père d'Hannibal est mort en Espagne des années plus tôt, et elle est à la tête du clan en fait. C'est un peu comme une lionne qui C'est la, protège c'est ça, c'est la mère de la maison, quoi. c'est ça, qui protège ses petits. Et elle est un peu chef de guerre. Et voilà, et j'ai essayé de la nuancer. Et c'est vrai que dans la version finale du roman, il n'y a pas que cette facette-là. Donc voilà. Après, il y a aussi Sophonibal, qui est une cousine d'Hannibal, plus jeune, mais qui a aussi un regard déjà très adulte sur les choses. Bah, c'est le personnage de Sophonisme dans l'histoire. Ouais. Hein. Je veux dire, c'est un personnage qui a vraiment existé pour le coup. Alors, je sais plus qui a écrit une tragédie sur elle. Je vais dire Corneille, mais je sens que c'est pas lui. Euh, Corneille, pas le chanteur. Hein. Et C'est pas le même registre. voilà. Non, c'est Racine peut-être. Bon, bref. Bon, bah super. J'ai fait bien que je fasse une Putain, bourde à un moment. t'as fait Mais toutes tes bon, recherches pour ouais, rien, là. Là, tu viens de te c'est ça. J'ai planter. tout gâché. Là. J'ai voulu faire un all-in et c'est raté. Mais ouais, non, mais donc pour le coup un personnage historique. Même si on la connaît plutôt, on connaît plutôt sa version plus adulte, une fois mariée, etc. Puisqu'elle elle va préférer mourir empoisonnée. Pas dans le roman, c'est l'histoire. Alors, désolé, je spoil l'histoire. Un autre œuvre, une autre œuvre. Pour le coup, je spoil carrément l'histoire avec un grand F. Mais bon, voilà. Et, bah c'était bien Corneille. Pourquoi j'ai hésité? Mais donc voilà, j'aime aussi beaucoup Aspar, que je citais tout à l'heure, qui est le personnage de garde du corps en somme d'Imils, Il fait et qui quelques lui est émules hein, dans le un... chat. Hein. Pardon? Il fait quelques émules dans le chat. Ah oui, oui, Ouais. bah, oui, je vais dire il est classe, mais bon, c'est tellement réducteur. Mais disons que c'est un vétéran qui est qui a un passé compliqué, qui a suivi Hannibal depuis quelques années et qui espérait partir le suivre en Italie pour participer tout simplement à sa campagne contre Rome et qui finalement va se retrouver à suivre un peu contre son gré Emils. Mais bon, comme il est très fidèle envers Hannibal, bah, il va prendre sa mission à cœur, hein, forcément. Je trouve que c'est un personnage aussi que j'ai vraiment pris plaisir à mettre en scène, même si je sais que Simon Pinel, donc chez Argile, mon éditeur, qui me connaît depuis l'époque de Critique, aimait pas trop le personnage au début. C'est Donc vrai. ouais, mais il trouvait, il a deviné un truc très tôt dans la première version de ce qu'il a lu. Donc il a fallu essayer d'être justement d'apporter un peu de nuance, comme je te disais. Donc, je pense que la version finale est là aussi plus réussie. Après, je Oui. pourrais te citer Anon, que je citais tout à l'heure, l'ancien général qui, lui, est contre la guerre, mais qui en même temps est quand même un animal politique à part entière, qui poursuit ses propres buts. Il y a aussi un personnage mystérieux de marchand, etc., qui revient d'Égypte, qui a fait fortune, on ne sait pas trop comment, qui est un peu magicien sur les bords aussi, justement, quand je parlais de la dimension fantasy, et qui lui aussi a un passé assez compliqué. J'ai souvent des personnages avec des passés compliqués quand même. Mais, Souvent. mais pour te Souvent. dire que voilà, je pourrais tous les citer, mais c'est un peu facile. Mais non, c'est difficile de choisir. Après, oui, je vais dire Emils parce que c'est le personnage central et le personnage euh, dans lequel j'ai mis le plus de moi. Mais il y a aussi des enfants qui jouent un rôle très important, dont deux en particulier. Enfin voilà, il y a beaucoup de monde en 400 pages. Et il y a une hyène aussi, oui, c'est vrai, parce que c'était j'aime beaucoup
J'aime beaucoup le Roi Lion. Mais J'aime bien la non, mais réponse. il y a une hyène, oui, parce que le personnage de Marchand que je citais a une hyène comme animal de compagnie en quelque sorte. Voilà, parce qu'il est aussi au centre de tout ce qui est spectacle d'animaux, hein, ménagerie à l'époque. Voilà, ça fait partie aussi de mes recherches, voilà, les travaux sur les ménageries. Bon, par exemple, il n'y a pas de combat de gladiateurs, hein, parce qu'il n'y avait pas d'amphithéâtre, et que c'était pas trop. Ça, c'est avec l'époque de la Carthage romaine. Ouais. Mais du coup, je n'ai pas pu mettre de combat de gladiateurs dans le roman, ni de course de chevaux. Donc, j'ai dû me restreindre quand même. Mais voilà, je te dis, il y a beaucoup de personnages et j'ai essayé c'est pas toujours facile de leur donner à tous l'occasion de briller. Évidemment, certains ont moins de pages que d'autres pour le faire, Oui. mais j'ai vraiment essayé de faire ça au mieux. Ah, Non, je suis toujours là. ah oui, c'est bon. Oui, C'est bon. oui, non, T'es désolé, toujours là. j'ai eu un petit raté de mon côté. Non, non, c'est tout bon. Oui, je disais, j'ai essayé de leur donner à tous l'occasion de briller. Il y a un prince numide aussi qui apparaît le temps de quelques pages, mais je pense qu'il est assez marquant. Enfin voilà, il y a beaucoup de monde, mais n'ayez pas peur. Ouais, Non, on non, s'y non, perd. ouais, t'as beaucoup de monde en effet, mais en même temps, tu arrives à donner à chaque fois un petit background à chacun qui Oui, permet bah, de facilement identifier le personnage. Euh, pour peu qu'on soit sensible à la façon dont tu écris aussi. Alors, ça nous a fait souvent rigoler quand on échange entre nous. j'espère, j'espère. Je dis souvent que ta plume est tragique. Ça te fait souvent rire, mais moi, c'est dans le sens, voilà, t'arrives, moi, tu m'as souvent ému dans la manière dont tu écris, et parce que tes personnages ont souvent eu un passé difficile où ils sont confrontés à un destin Mais, compliqué, tragique, voilà. mais, mais c'est amusant ce que tu dis parce que dans la vie, je peux être très cynique Oui, et j'ai l'impression que quand j'écris, par contre, bah, je suis premier degré au sens où quand je suis dans le cœur d'un personnage, on va dire, bah, je j'ai pas envie de le trahir, j'ai pas envie de me moquer de lui c'est c'est- ou c'est- ou de c'est- le prendre de haut. Et il y a pas vraiment de distance en fait. J'y vais quoi, à fond. c'est assez bluffant parce que moi je me souviens de mes premières lectures, je pense que c'était Sélastopol. J'hésite toujours si j'ai lu l'Empire ou Sélastopol 1922, mais il me semble que c'était Sélastopol 1922 en premier. Et il y a cette fameuse euh, nouvelle dont on a déjà parlé et qui m'avait énormément plu, qui s'appelle Sur la glace, avec du coup un personnage homosexuel. Et tu as réussi, c'est une des novellas en tout cas qui m'avait le plus marqué, mais tu as cette capacité de te fondre dans ton personnage pour pouvoir vraiment exploiter son potentiel et son passé et vraiment son ressenti. Et c'est assez incroyable parce que c'est aussi quelque chose que j'apprécie énormément chez toi, c'est dans tes univers qui sont toujours très originaux pour moi, et tes personnages qui sont souvent aussi des personnages qui ne sont pas forcément mis en avant en fantasy, ou en tout cas qui ne l'ont pas souvent été pendant longtemps, des personnages homosexuels, des femmes aussi, des femmes soldates. Tu arrives toujours, on a l'impression que tu es aussi bien ce personnage homosexuel, aussi bien cette femme soldate, et que tu as cette capacité de caméléonage quelque part à incorporer tes personnages. Quoi. Ça c'est fou. Peut-être parce que j'ai pas de vraie personnalité. Mais, non, non, mais pour répondre sérieusement, là, je botte toujours en touche par l'humour quand on me fait des compliments, parce que là, je suis un peu gêné. Mais écoute, c'est très gentil ce que tu dis. Moi, en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Moi, j'essaye vraiment en fait, je fais pas de distinction, tu vois. J'en discutais encore à Troll et Légendes, il y a pas longtemps, où justement on me disait encore du bien, bah, effectivement, de sur la glace, en me disant que voilà, la personne avait été la personne. Bon, c'était Cornelius, C'est pour ceux qui le Cornelius. connaissent. Me disait qu'il avait été vraiment très touché par cette nouvelle, par la façon dont j'avais mis en scène le personnage, ses émotions. Moi, forcément, ça me fait très plaisir qu'on me dise ça. Mais après, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Moi, je sais pas. Enfin, moi, avant tout, je mets en scène des êtres humains.
bon, des hyènes aussi, mais je mets avant tout en scène des êtres humains et du coup, bah après, moi, honnêtement, à titre perso, que les gens soient hétéros, homo, bi, n'importe, femmes, hommes, unijambistes, enfin ce que tu veux, hein, je veux dire, on est tous des êtres humains, on a tous des joies, des peines, donc j'essaye de retranscrire ça du mieux possible, mais après, j'aurais pas la prétention de me dire que je peux savoir ce que c'est euh, bah, d'être homo en France ou ailleurs en 2023 ou sur la Lune en 1922. J'essaie de rendre justice au personnage, quel qu'il soit. Euh, J'essaie aussi bah, voilà, comme je dis, d'employer des personnages, peut-être comme tu dis. Euh, un peu à l'écart de la société parfois, bah, tout simplement parce que c'est eux que j'ai envie de mettre en scène. C'est aussi parfois purement égoïste, hein, je veux dire. Et puis parfait, j'allais dire par facilité, non. Mais comme je disais tout à l'heure, moi c'est vrai que je me sens plus à l'aise quand je mets en scène une héroïne. Je Oui. pourrais pas te dire pourquoi. Enfin, je veux dire, j'aime bien mes personnages masculins en général. J'aime beaucoup Hazel dans La Piste des Cendres, etc. Où j'aime beaucoup tous les personnages masculins, ouais, je me trompe, qu'on peut croiser dans Sélestopol, le Duc, enfin Nikolai, forcément, il y a beaucoup de moi aussi. Euh, mais après, je suis plus à l'aise quand je mets en scène Cérès dans l'Empire du Léopard. C'est mon personnage préféré. J'adore ça. Merci Ouais. beaucoup. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Euh, mais c'est vrai que je me sens c'est peut-être, je sais pas pourquoi c'est plus facile pour moi en tout cas, mais je préfère mettre en scène des héroïnes et ça veut pas dire encore une fois je dis je préfère, mais c'est une gradation dans voilà dans qui n'a pas forcément lieu d'être, mais à choisir, je vais avoir tendance à partir sur un personnage féminin plutôt que sur un personnage masculin si je pars de zéro. Si je pars de zéro dans une histoire, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, l'envie est là parce que ouais, c'est les personnages qui rencontrent des difficultés, c'est quand même un moteur aussi d'intrigue, tout simplement. Il faut être honnête, hein, euh, c'est quand même plus intéressant, je pense, pour les lecteurs et pas que pour moi, euh, de voir un personnage avoir des difficultés, les affronter, Oui. voir de quelle façon il y fait face, les surmonte ou pas parfois, que quelqu'un à qui il arrive rien. Enfin, je veux dire, je suis sûr qu'on peut raconter une super histoire pleine de suspense sur quelqu'un qui va acheter son pain le matin euh, et qui est encore un peu endormi et qui trébuche dans la rue. Voilà, je suis sûr qu'il y a une super histoire à créer. Mais voilà, peut-être que je suis pas assez doué pour donner vie à une histoire passionnante aussi. Je pourrais me Autour lancer un du défi, pain. une micro-nouvelle. Si un jour on m'invite, peut-être j'aime écrire des nouvelles. Hein, je dis ça en passant parce que si Pour des une gens veulent anthologie. m'inviter si des gens veulent m'inviter dans des anthologies, etc. N'hésitez pas. Je pense que je suis pas trop mauvais en plus, mais dans ce domaine. Mais oui, c'est vrai que c'est des questionnements. Je, voilà, que ce soit la sexualité. Là, dans Imis, il y a aussi des questions de l'enfantement. Comme je disais, voilà, est-ce que est-ce que le destin d'une aristocrate comme elle, c'était uniquement de porter D'Hannibal. l'enfant d'Hannibal, un enfant qui aurait soit pris la succession de son père, puisque encore une fois, il y a un des moments marquants de la vie d'Hannibal, c'est le serment qu'il a prêté très jeune avec son père d'être pour toujours l'ennemi de Rome. Je pense que quand on prête un tel serment sur tous les esprits de sa famille et Oui. tous les dieux de la ville à 9 ans, c'est quelque part un petit peu traumatisant quand même. Donc voilà, est-ce que imaginer que elle donne vie à un fils qui serait condamné au même destin, prendre la suite de son père, ou à une fille qui servirait de monnaie d'échange dans un mariage,
Voilà. Est-ce que tout simplement c'est ça sa vie? Est-ce que c'est de ça dont elle a envie? Voilà, moi c'est des questionnements qui forcément m'intéressaient beaucoup, me travaillent au quotidien. Moi, dans mes sources d'inspiration, ça peut être aussi bien l'actualité quand tu vois le recul aux Oui. États-Unis sur le droit à l'avortement, voire à la contraception, bah tu te dis mais dans quel monde on vit quoi et effectivement, j'ai pas dans les clichés que je voulais éviter, je voulais pas faire un roman historique où en fait tu plaques des questionnements modernes sur un cadre sans les intégrer Oui. et sans bah, malgré tout respecter comme je te disais le contexte, voilà les coutumes, la vie quotidienne des gens. Donc j'ai essayé d'intégrer tout ça, mais en respectant la dimension historique du roman, quoi. Mais voilà, c'est des thématiques qui effectivement me parlent quand même beaucoup Mais depuis longtemps. on en revient à ce qu'on disait finalement au tout début du live sur le côté assez universel finalement des thématiques que tu abordes. Là, en effet, on est sur un roman historique, mais il y a des thématiques qui parlent énormément. Sébastopol 1922, on est à Sébastopol, une ville sur la Lune contrôlée par un empire russe en 1922. Et on peut parler très bien d'homosexualité avec des questionnements sur l'amour, le ressenti, les sentiments qu'on peut se poser aujourd'hui en tant qu'homme ou femme homosexuel, etc. Oui, Dans l'Empire du Léopard, voilà, on parle aussi de l'enfantement. Il y a toutes ces questions-là oui. qui sont présentes. Et Des choses à régler. Je sais pas. on peut dire que tu as mis de toi dans chacun des romans, dans tous les cas, et Oui, de ton vécu, voilà, de ce qui te parle également. Euh, mais chacun de tes romans, en tout cas, je trouve, a une thématique, en tout cas, ou des thématiques qui peuvent toucher tout le monde, quoi. oui, bah écoute, j'espère en tout cas parce que quand on écrit, forcément, on a envie de toucher les gens, on n'a pas envie qu'ils restent froids devant ces pages. C'est quand même, alors c'est pas une raison, hein. Il y a des très mauvais romans, hein, ça existe, j'en ai lu plein. Et c'est pas parce qu'on a passé des mois à écrire un roman voire des années, que ça implique que les lectrices et les lecteurs doivent forcément aimer ou être plus magnanime avec soi, avec l'auteur ou l'autrice. Mais bon, bah forcément, c'est naturel. Hein, on n'écrit pas pour être ignoré. On n'écrit pas pour ne pas faire ressentir des émotions aux gens. Moi, j'ai envie de toucher tout le monde. J'ai envie de m'adresser forcément au maximum de personnes. Je pense que le roman a vraiment des côtés universels et tu peux le classer en fantasy, tu peux le classer en historique. Je Oui, pense qu'il pourrait être sur toutes les tables, c'est pas un problème. Et c'est vrai qu'après, euh, ben, comme tu dis, moi il y a des thématiques qui me parlent, mais si tu prends Sébastopol, tu as l'intelligence artificielle avec les complètement. automates. Enfin voilà, tu peux avoir plein de choses. En fait, tu peux avoir plein de choses qui servent à nourrir tes univers ou tes histoires. Ce qu'il faut, c'est que ça fasse pas artificiel et que tu puisses les inclure naturellement dans le processus d'écriture et donc dans l'histoire que tu bâtis. Si moi, j'écris pas un pamphlet, Oui, tu fais pas un j'écris pas, essai sur une non, thématique. non, j'écris pas un manifeste. Alors, je pense que quand on lit mes romans, on sait très bien où je me trouve sur un bord politique ou un bord sociétal. Mais après, voilà, moi, je revendique. Je sais pas si c'est une question de modestie ou etc. Mais en tout cas, voilà, moi, j'expose mes histoires et après, les gens, ils voient dedans ce qu'ils veulent y voir. Même si moi, je sais bien forcément ce que j'ai voulu Ce dire. que tu as voulu dire. Mais après, évidemment, il y a parfois des choses qui me semblent évidentes et qui ne le sont pas. Mais ça, bon, hein, j'essaie d'être le plus clair possible. Parce que un des conseils que je peux donner aux gens qui veulent écrire et qu'on m'a souvent répété, qu'on me répète encore, c'est que la lectrice ou le lecteur n'est pas dans votre tête, pas dans la tête de l'auteur, et que ce qui parfois paraît évident
pour moi ou pour les autres auteurs, ça l'est pas forcément. Donc il faut vraiment, sans pour autant, je pense, trop prémâcher le travail non plus. Moi, comme je disais, j'aime bien la nuance, j'aime bien être subtil. Donc j'ai pas envie non plus de. Parfois, que ce soit Simon ou Justine, ils m'ont fait retirer des bouts de phrases en fin de paragraphe, par exemple, en me disant en note, en commentaire, mais ça, en fait, on le comprend déjà en lisant le paragraphe. Et voilà. Donc c'est ça que j'essaie d'éviter. J'aime pas surligner de façon générale. J'essaye quand même, comme je disais, peut-être que j'échoue, mais en tout cas j'essaie d'être subtil parce que je pense que surligner 3 fois le message au stabilo, ça sera pas forcément plus efficace. Non. Non, non, ce sera pas forcément plus efficace ni plus parlant non plus. Ça peut rajouter des lourdeurs également. C'est pas Oui. forcément le mieux. Non, 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 si on peut éviter. On a fait un petit peu le tour finalement de toutes les questions, mine de rien. Euh, Euh, oui. Pas moi, je, je crois. ben, en fait, mine de rien, dans les derniers échanges, voilà, ça a répondu un petit peu à ce que je voulais mettre en valeur. Je voulais mettre en valeur forcément Emils en t'ayant avec nous ce soir, et Et merci puis, encore. mais pas que. Oui, Donc, je rappelle forcément qu'Emils sort le 9 juin prochain. oui, Quand je dis pas que, c'est parce qu'encore une fois, toutes ces thématiques qu'on a parlé enfin, dans la soirée, c'est des thématiques moi qui m'ont énormément plu et touché dans tous tes romans, y oui, compris merci. même dans Poussière fantôme que j'avais pris. Et franchement, j'ai bien aimé Poussière fantôme, qui est un jeunesse, hein, qui est donc sorti chez Scrineo, qui se Oui, passe oui, dans le vieux Montréal, oui. avec présence de fantômes. On va dire ça comme Oui, ça. oui, non, mais c'est Voilà. ça, mais même, mais enfin, c'est pareil, hein. Mais tu vois, je veux dire, dans Poussière Fantôme, il y a un personnage homosexuel, Oui, mais je veux dire, c'est pas sa caractéristique. Je veux dire, complètement. il y a un personnage homosexuel parce que dans la vie, il y a des gens qui sont homosexuels. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, pourquoi l'ignorer? Pourquoi le passer sous silence? Ouais, non, non. Mais après, c'est un élément comme un autre de l'intrigue. Et moi, oui, effectivement, il y a des choses, il y a enfin, je pense qu'il y a des thématiques qu'on retrouve, que ce soit dans mes univers uchroniques ou Gunpowder ou voilà, tout ça. Française, Gunpowder française, à Oui, mais spécifier quand même. ça pour le coup, c'est pour revenir sur ta question du début, c'était quand même l'influence de mes traductions parce Oui, que je ne sais pas si je serais allé vers ce genre si j'avais pas traduit, pardon, Les Mille Noms de de Django Wexler. Wexler. Et bon, là aussi, une série en 5 tomes qui n'a vu qu'un seul tome être publié en français, mais là, c'est plus la faute quand même de l'éditeur que la mienne. Voilà, mais c'est vrai que c'était de la fantaisie à poudre et que dans une époque napoléonienne, en gros, quoi. Oui, Enfin, napoléonienne. Et qui c'est décore. vrai que quand j'ai voulu passer à la fantaisie, j'ai été attiré par ça parce que je voulais pas faire de la fantaisie épique classique avec et j'ai beaucoup de respect pour la fantaisie classique, hein, ça m'arrive encore d'en lire, mais c'est vrai que ça m'intéressait pas de mettre des boules de feu partout, des dragons. Bon, il peut quand même y avoir des prophéties et de la magie, hein, c'est pas la question, mais voilà, j'essayais là aussi, c'était forcément euh, j'ai tellement lu qu'à un moment, quand tu écris, t'as pas envie de faire de la redite. Donc, tu T'as vas pas vers envie. Ouais, des univers peut-être un peu moins exploités ou explorés, en tout cas par chez ouais. nous. Donc, Parce que tu parlais d'Apophis tout à l'heure, c'est aussi des choses qu'on retrouve des fois dans son blog quand il parle de certaines nouveautés qui sortent et qui oui, ressemblent un peu trop à de l'ancienne fantasy, justement. Où voilà, c'est pas forcément mauvais en soi, mais c'est que c'est du déjà vu. oui, Voilà. oui, c'est ça. Et il y a des titres très bien, mais ça correspond peut-être plus à ce que je dévorais quand j'étais justement ado, quoi. Et encore une fois, ça m'arrive encore d'en lire, mais au niveau de l'écriture, c'est pas vers ça que je me sens attiré, quoi. Et Ouais. écrire un livre, c'est tellement sortez les violons, c'est tellement exigeant, ça occupe tellement l'esprit. Voilà, j'ai que la tête à la sortie, par exemple. Là, ça me bouffe. Je suis très stressé, mais bon, après, je suis de nature anxieuse. Mais que si en plus, à la base, t'es pas motivé par ce que tu écris, là, c'est cuit, quoi. Oui. Donc, effectivement, je me dirige vers des univers qui me font moi Qui qui t'est, m'excitent moi en tant ouais, c'est ce que j'allais dire, qui à t'excite explorer. Quoi. et Même donc si je pour connais pas.
Et donc pour la Gunpowder française, allez voir du coup La Piste des Cendres et L'Empire du Léopard. Et mes Et, deux chouchous, même si j'adore tous tes romans, ça ah, reste tout de merci. même mes deux chouchous. Et un, et un troisième volume prévu pour l'année C'est ça. prochaine, qui est Euh, en cours le, d'écriture. le titre, tu l'avais déjà donné ou pas Alors j'ai parce un que titre sur ouais, le voilà. contrat, hein, c'est Ouais. Souveraine du Coronado, mais c'est pas forcément le titre définitif Non, mais je à voulais en fait que voir. tu le sortes pour justement, ben, à nouveau souveraine du Coronado. Ça a forcément fait penser que tu vas nous présenter à nouveau des personnages féminins dans cet univers du Coronado. Donc, Oui, oui, j'ai hâte, moi, personnellement. il y aura des personnages féminins, il y aura même des momies, donc c'est c'est vous dire. Mais oui, oui, là, c'est sur, enfin, je suis encore dans l'écriture. Ça, c'est prévu pour l'année prochaine. Alors, bah, c'est une trilogie. Je rebondis sur un commentaire que je vois. C'est une trilogie sans être une petite trilogie, hein, parce que les 3 tomes sont indépendants. Donc, il y a plein de gens qui ont commencé par La Piste, par exemple, et qui ont lu l'Empire après. Ou voilà. Donc, en fait, ils sont, on peut les lire séparément, quoi. Ils sont dans le même univers, mais les histoires se tiennent en un tome et il y a finalement très peu de liens entre l'Empire et La Piste, par exemple. Donc, Il n'y a pas d'ordre de lecture en particulier, quoi. non. C'est Et ça. La Piste qui est disponible chez Folio en poche pour les. Je dis ça pour ceux qui préfèrent lire en poche. Ou... Complètement. Puis Folio fait de très belles covers aussi, Oui, donc oui, complètement. Ouais. j'aime Ouais. beaucoup leur couverture. Je suis quand même vraiment très gâté Oh niveau oui. illustration de couverture depuis le début de ma carrière entre guillemets d'auteur. J'avoue que j'ai vraiment de la Ouais, chance. ouais, ouais. Ouais, parce que bah là, t'as Xavier Collet, t'as eu Marc Simonetti pour Le Village. On est petit Alain Briand pour les Euh, folios. ouais, ouais, Donc, non, non. Et la carte de et la carte Sébastopol, par Olivier ouais, Sanfilippo. ouais, c'est magnifique. Ouais. Ouais, ouais. Bah oui, non, j'ai beaucoup de chance. Je sais pas si je la mérite, mais j'en ai. Mais si. Bon, avant de clôturer du coup cette petite soirée, on va voir un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver dans les tes prochaines sorties, prochaines dédicaces à l'extérieur, en librairie, peu importe. Oui, Mais voilà. eh ben, tout simplement, vous pourrez me retrouver dès cette semaine. Je suis pas invité à Étonnant Voyageur, mais j'ai été invité aux Imaginales. Donc, comme je l'ai dit dans le post que j'ai fait sur mon compte Instagram hier, pas plus tard qu'hier, j'y vais parce que je suis invité et parce que c'est pas du tout pour ceux qui se souviennent du départ de Stéphanie Nico l'an dernier dans des conditions pas franchement très Correct. voilà, on peut le dire. Euh, bah, je, Encore une fois, c'est pas du tout pour moi y aller cette année, c'est pas du tout en signe de soutien envers la nouvelle organisation que je ne connais pas. Voilà. Mais comme le dirait Stéphane Plateau, qui est présent aussi, comme d'autres, hein, comme Christelle Davos, comme Morgane Cassarieux, qui est, je crois, l'autrice, comment on dit déjà, mise en avant par le festival cette année. Enfin, je veux dire, moi, malheureusement, je fais pas partie de cette catégorie d'auteurs qui peut se passer d'un festival comme les Imaginales, juste avant la sortie en librairie de mon roman. Euh, il faut pour le destin du roman que j'en fasse parler, qu'il soit visible. Euh, du coup, j'y vais quand même avant tout pour ça, pour Emils. Euh, c'est pas du tout un sacrifice non plus, bien sûr, hein, mais c'est vrai que j'ai pas eu la chance d'être invité à beaucoup de festivals cette année, pour l'instant. J'étais à Troll et Légendes, mais j'étais pas à l'Ouest Hurlant. Je suis pas donc à Étonnant Voyageur. J'étais pas à Imaginaire, je crois qu'il était à Angers la semaine passée. Bon, Livre Paris, c'est toujours un cas particulier parce que Livre Paris, voilà, euh, c'est c'est très spécial comme organisation et comme salon. Mais J'ai pu comprendre, donc, ouais. voilà, j'ai envie de dire, moi j'y vais pour mon livre parce qu'il faut que je le défende. Bonjour, bonjour. Euh, il faut que je défende ce livre et voilà, pour moi, défendre le livre, c'est plus important que tout. Euh, Au moment de sa sortie, il sortirait dans 6 mois, ce serait peut-être pas pareil.
Bon, bah, j'aurais peut-être Oui, pas été invité non plus parce que j'aurais pas eu de nouveauté. mais là, Mais là, il y a une importance capitale bah, c'est l'événement. ça. Et puis comme je te dis, bah, j'ai pas fait beaucoup de festivals. Si j'en avais fait déjà 4, 5, je me serais peut-être posé la question. Euh, Merci d'être passé, en tout cas, Ah ouais, premier merci Chimie. Didine. C'est très gentil et bonne continuation de lecture de 1922. J'ai réussi à le caler. Mais, euh, mais voilà, moi, je suis pas non plus un auteur poids lourd où tu te dirais que si je boycottais, bah, tu vois, ça entraînerait quelque chose. Moi, si je boycotte les Imaginales, ça va pas faire venir moins de monde. Parce que malheureusement, j'aimerais bien que les gens se déplacent rien que pour moi. Parce que j'aimerais bien, je dis ça encore une fois, c'est vraiment pour mon livre, hein, c'est pas Ben, pour je ma suis zoriole d'accord, j'ai bien personnelle. compris. Non, mais je précise. Et voilà, donc je serai aux Imaginales vendredi après-midi et samedi toute la journée. A priori, je serai pas là le dimanche. Voilà, si vous voulez me voir, c'est vendredi en début d'après-midi, si tout va bien sur la route, et tout le samedi. Donc avec Inils sera là. Donc En je vous avant-première. je vous invite évidemment à craquer, hein, parce que pourquoi attendre le 9 juin quand le roman est là sous vos yeux? Donc je serai aux Imaginales cette semaine. Pour ceux qui habitent à Lille ou pas loin, le 3 juin, donc toujours avant la sortie officielle, je serai en rencontre dédicace à la librairie des Quatre Chemins, donc qui est une librairie lilloise bien connue en imaginaire. Donc là aussi, ça va tourner autour d'Imils, hein, la rencontre. Après, évidemment, j'aurai mes autres livres à disposition si vous voulez compléter La collection. votre bibliographie, on ne sait jamais. Hein. Il y a peut-être des gens qui ont tous mes livres. Hein, on Ah non, il me manque ah, le village. mais le village est Et difficile à il est trouver. Hein, difficile à trouver, ouais. et le week-end encore suivant, donc du 11 et 12 juin. Ouais. Donc là, le livre sera officiellement sorti en librairie. Là, je serai au festival. J'espère ne pas dire de bêtises parce que j'intervertis souvent les mots pour le titre du festival. Polar et aventure Méditerranée. Donc c'est dans le sud, à Port-Barcarès, je crois. Ok. Ouais. Donc sur le Lydia, ça se passe sur un paquebot. Donc j'imagine que le lieu est plutôt Ouais, ça classe. doit être Et sympa. je crois que ce sera la première fois que je monte sur un paquebot. D'ailleurs, j'ai déjà fait des ferries, mais les paquebots, je ne crois pas. Et donc là, je serai invité aussi. J'y suis 2 jours. Je participe à une table ronde. Ah oui, j'ai une table ronde aussi aux Imaginales sur SF versus Fantasy. Donc bon, moi, je prends pas parti. Hein, je suis pour les deux. Puis comme j'ai dit, hein, j'aime pas trop les classements, tout ça. C'est vrai. Et oui, donc les Imaginales ce week-end. Le week-end suivant, le samedi 3 à Lille, au Quatre Chemins. Donc c'est vraiment dans le centre-ville. Et oui, bah, le week-end polar, Polar et Méditerranée aventure. polar et aventure, week-end du 10-11 juin. Merci Justine pour la précision. Donc là aussi, je suis invité du festival. Et puis ce sera tout, je pense, pour ce qui est de avant l'été et pour la période de sortie du roman. Donc voilà, puisque lui, il arrive le 9 juin. Donc je m'inquiète un peu parce que ça fait quand même un peu tard. Et puis après, bah, vous savez, il y a la grosse coupure juillet-août où tout tourne au ralenti, y compris les librairies. Bon, les librairies pas trop fin août parce qu'il y a la rentrée littéraire. Mais c'est vrai que bon, voilà. J'espère que les gens, Faut pas t'inquiéter, c'est un bon roman, même pour l'été, c'est parfait. On est à Carthage, ça sent le oui, bah, soleil. Donc, c'est vrai qu'il y a du soleil et des palmiers. Mais exact. après, c'est pas forcément une ambiance très estivale pour autant. Mais bon, écoute, moi, du moment que les gens l'achètent, je veux bien qu'ils le prennent sous cet angle. Certains Ça me l'ont va pris aussi. en plus à l'Ouest Hurlant, donc si Oui, vous oui, c'est passez vrai aux que j'ai eu la Imaginales, chance. allez faire un petit coucou. Il était présent en avant-première, avant-première à l'Ouest Hurlant. Et a priori, il est bien parti, donc je suis Ouais, ouais, content. ouais. Ouais. Donc Ouais, il y voilà. a eu, il y a eu plusieurs réassorts dans la Ouais. même après-midi, Bah, donc j'espère que c'est que le début, honnêtement, parce que je mise beaucoup sur ce roman. Pas seulement parce que j'ai mis de moi, beaucoup de moi, ça c'est pour tous les livres, pour tous les auteurs et autrices, mais vraiment, je pense qu'il a du potentiel.
je disais, voilà, avec 1922, je disais la même chose. Et c'est vrai que il y a ce côté recueil de nouvelles qui a pu faire encore aujourd'hui un peu reculer certaines personnes, alors que je pense vraiment que Sélestopol, tu peux le lire ça comme Ah c'est oui, sans problème. comme un Comme un roman. roman. Il y a un côté fixed up, voilà, il y a des liens entre toutes les nouvelles. Bien sûr, ce n'est pas un roman, mais ça reste comme un roman. Donc pour moi, c'est pas mentir sans marchandise. Là, Image, c'est un roman. Donc là, il n'y a plus cette excuse. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai un peu peur que certains reculent avec le côté historique. Je sais pas, tu vois, peut-être un côté Mais non, là, un non, non. peu, voilà, un peu sérieux. Justement, pour Euh, toutes tes inquiétudes ouais. sur ceux qui pourraient reculer sur le côté historique, il faut voir le côté justement original, où encore une fois, tu nous présentes un nouveau roman qui est des plus originaux. Et justement, c'est là où les gens vont Oui, et puis peut-être comme tu vouloir disais sortir des tout à l'heure, sentiers battus. l'Antiquité a quand même Et une l'Antiquité, dimension fantasy. fantaisie à travers la magie, tout ça, les dieux. Donc voilà, moi je crois en ce roman. J'espère qu'il va plaire et voilà, bah forcément, bah, j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à l'acheter, bah, que ce soit encore une fois l'imagi aux Imaginales ou ailleurs ou à sa sortie en librairie. Voilà, voilà. Je veux dire, on est malheureusement la fantaisie adulte, c'est un marché quand même assez petit. Donc j'ai envie de dire que chaque Chaque ça fait soutien un peu compte quelque part. ça fait un peu Camelot, mais c'est vrai que bah, chaque lecteur, chaque achat, hein, puisque finalement c'est ça, C'est hein, c'est pas l'édition, c'est pas faire Camelot. bah, il y a un Moi, je le peu de ça, comprends. hein, Ouais, mais je le comprends. Moi, c'est quelque chose que je comprends plus depuis que je suis venu sur Instagram et que j'ai eu ouais, l'opportunité de rencontrer des auteurs comme toi. C'est que on se rencontre aujourd'hui, d'autant plus aussi avec les réseaux sociaux où il y a une nouveauté qui pop toutes les 5 minutes. c'est ça. Que aujourd'hui un auteur n'est plus qu'un simple auteur, il doit être aussi le vendeur de son propre roman, parce que les maisons d'édition vont forcément Et oui. appuyer et vont vendre le roman, mais il y a d'autres romans qui attendent derrière et qui vont supplanter, etc. Donc c'est un travail de tous les instants. Donc pour moi, c'est pas faire camelot, c'est aussi montrer une réalité de ton métier aujourd'hui d'auteur, ou Euh, qui passe par du je suis commerce, quoi. je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que bah, déjà ça prend du temps de Oui. faire sa promo. C'est pas un exercice dans lequel je suis toujours très à l'aise. Et effectivement, il y a tellement de romans du moment qu'en fait, il y a plus de. C'est comme quand Brajlon avait quatre Oui, romans de lui par an. Il y a un moment, le roman événement de l'année. ouais, bah, c'est le roman événement de l'année, mais du trimestre en fait. Oui, c'est ça. Oui, oui, Et, oui, je vois. euh, et du coup, bah voilà. C'est difficile de se faire sa place, même quand justement j'ai la chance d'avoir eu depuis mes débuts quand même des critiques globalement très positives, voire pas loin d'être excellentes. Euh, j'ai j'ai euh, j'ai des chiffres de vente pas si mauvais que ça, honnêtement, en fantasy adulte. Mais voilà, c'est pas du young adult. Enfin, j'écris pas beaucoup en young adult. C'est un marché beaucoup plus restreint et ouais, comme je disais, on en est presque à chaque ouais, chaque achat peut faire une petite différence puisque finalement c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, C'est comme on dit. joliment bien dit. Oui, Donc oui, c'est vrai. voilà, j'espère avoir donné envie aux gens de découvrir et honnêtement, enfin de découvrir Emils et je pense vraiment que ça vaut le coup, forcément, hein, je suis pas objectif. Mais bon, je commence à avoir un peu de recul quand même sur ce que j'ai écrit sur ce roman aussi. Et voilà, j'y crois, j'ai envie d'y croire en tout cas, et bah, j'espère que vous aussi vous serez emballés à la lecture. C'est tout ce que je peux souhaiter, bah, même Bah, en pour tout vous, parce que cas, j'ai pas envie que les gens se disent qu'ils ont perdu du temps sur un temps de lecture qui est toujours précieux. Donc ouais. voilà, j'ai je Nous, on voilà, est quelques-uns à l'avoir lu, on y croit, on est avec toi. c'est très gentil. Si vous allez donc aux Imaginales, je sais qu'Emmanuel est assez timide sur le stand, donc n'hésitez pas à Oui, aller lui faire un coucou, à aller lui parler, ça va le oui, débrider. Et après, voilà, il y aura de très belles conversations qui vont s'en suivre, j'en doute pas. ça, Et n'hésitez pas du coup à prendre oui, Imis. Les premiers achats, ça compte toujours. N'hésitez c'est pas vrai. si vous voulez découvrir nouveaux horizons, de l'Amérique centrale, la Lune,
version uchronie slash steampunk sans trop donner de genre parce que je sais que t'aimes pas trop catégoriser. Non, non, Voilà, bah, il y c'est a plutôt deux, qu'après, les étiquettes, ça peut, comme je te l'ai dit, ça peut faire fuir c'est les gens c'est ça. Et puis c'est et très personnel aussi. en plus, j'ai vraiment l'impression d'écrire un peu, comme je te dis, à la croisée de plusieurs genres, avec des frontières très floues. Donc, j'ai pas envie que les gens se sentent prisonniers d'une appellation. Voilà. C'est vrai que après, voilà, effectivement, je suis timide. Donc, Non, c'est vrai. si vous me croisez ce week-end, je suis moins timide si vous approchez avec votre porte-monnaie ouvert. Mais je plaisante, je plaisante. Mais oui, voilà. En tout cas, j'espère rencontrer des lectrices et des lecteurs dans les semaines qui viennent. Et j'espère surtout qu'ils seront heureux de leur lecture. Voilà. Bon, nickel. Bon, en tout cas, merci à toi d'avoir été Ah, présent ce soir, bah, d'avoir merci à accepté toi, de surtout. venir pour le live. Bah non, c'est vraiment un plaisir. Et puis, bah, ça fait un honneur aussi dans un sens Ah, parce que bah, moi, j'étais tu un me des parles. premiers à suivre. Bah si, j'étais un des premiers à suivre El Bakin quand j'étais déjà ado. Donc, je n'aurais jamais cru avoir un jour la chance d'avoir Emmanuel Chastelière ben, déjà dans des échanges réguliers et puis en live sur une page Instagram. Qu'est-ce que c'est Oui, Instagram à bah tu sais, l'époque, voilà. Mais bon, moi honnêtement, je te dis, j'essaie de forcer ma nature, en tout cas quand on m'invite. J'ai peut-être un autre live de prévu aussi sur un versant plus historique, mais j'ai pas encore de date à donner. Voilà, comme je te dis, moi honnêtement, j'ai envie, entre guillemets bah, j'espère faire plaisir aux gens, quoi. C'est tout. T'écris pas pour, t'écris évidemment que ça fait plaisir de recevoir des compliments, mais à la base, j'ai envie comme je t'ai souvent dit, moi j'aime bien j'ai aucun problème avec le divertissement. Je voudrais pas que certains aient cru quand je parlais de fantasy épique classique tout à l'heure que je critiquais ça. Hein. Je prends encore parfois beaucoup de plaisir à en lire, mais moi j'aime bien quand le divertissement a une divertissement. dimension supérieure, Oui, peut apporter peut-être quelque chose avec un pas de côté et pas être juste pas pas un simple divertissement, même si c'est très bien aussi le pur divertissement, hein, que complètement. c'est sympa. Mais je pense qu'on peut avoir les deux dans le même roman, quoi. Dans le même Voilà. moment, je suis d'accord. Nickel. Bon, ben, en tout cas, merci encore une fois. Merci à vous toutes Euh, et tous d'avoir été là. Merci à celles et ceux qui regarderont le replay, puisque oui. si Dieu Instagram le veut, le Ah, replay va j'espère. arriver. Voilà, le replay arrivera après la coupure du live. Encore une fois, Emmanuel, merci. Merde Merci à pour ce toi. week-end. Régale-toi surtout, profite à Merci, fond. merci beaucoup. Et puis, je te dis à très bientôt. Eh ben, à très bientôt. À Au revoir. plus. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde.